Le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres. À travers les discours et les médias, une seule solution semble s'imposer comme une évidence: la décarbonation de notre économie. Mais derrière cette idée se cachent deux questions fondamentales. Une telle transition énergétique est-elle possible? Et le CO2 est-il le vrai responsable dans le réchauffement climatique? Au fil de notre exploration, nous verrons comment notre vision manichéenne pourrait nous faire passer à côté de l'essentiel. Alors, est-ce une utopie accessible ou un idéal hors de portée? Découvrons-le ensemble. Bienvenue sur Ça coule de source. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du réchauffement climatique. Oh là, je vous arrête tout de suite. Je sais, vous en avez entendu parler à tout bout de champ. Oui, mais aujourd'hui, dans notre exploration du sujet, certaines choses nous ont interpellés et je pense qu'elles méritent qu'on en discute ensemble. Alors c'est parti. Donc, tout d'abord, impossible d'évoquer ce sujet sans parler du fameux GIEC. Ces fameux rapports, repris dans tous les médias et la presse scientifique, nous alertent sur l'ampleur du changement climatique en cours. Mais ils ne font pas que ça. Ils font des recommandations aussi. Le dernier rapport préconise d'ailleurs deux solutions pour limiter la hausse des températures: la transition énergétique et la sobriété. Le groupe d'experts explique que la porte de sortie passe par la réduction drastique des énergies carbone tout en augmentant la part des énergies renouvelables. Mais franchement, est-ce possible? D'après eux, oui, mais à condition de faire des changements titanesques. Le think tank européen Agora Energy 22 estime que, juste pour atteindre ses objectifs climatiques fixés pour 2030, l'Union européenne devra débourser près de 600 milliards d'euros par an. Nous avons interrogé Benoît Rittaud, enseignant-chercheur et président de l'Association des climato-réalistes. Il confirme que cette prise de position est une folie. Décarboner l'économie, aujourd'hui, c'est une folie. Une folie à peu près complète, parce que c'est extraordinairement cher. On n'a tout simplement pas les moyens de le faire. Et c'est aussi extraordinairement dommageable pour tout un tas de gens dont le développement dépend de la possibilité de consommer une énergie fiable, bon marché, accessible, et qui aujourd'hui reste une énergie essentiellement carbonée. L'essentiel de l'énergie consommée aujourd'hui dans le monde, c'est une énergie carbonée, et c'est normal, notamment le pétrole est une très bonne source d'énergie, elle est très maniable, très transportable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, ça ne veut pas dire que, bien sûr, on doit polluer sans se préoccuper de l'avenir, hein. Mais d'une part, le gaz carbonique dont nous parlons, et plus généralement les gaz à effet de serre, mais principalement le gaz carbonique n'est pas un polluant. Donc on est en train d'essayer de vouloir résoudre un problème en se débarrassant d'un gaz qui n'est pas un polluant, dont le pouvoir réchauffant est modéré au mieux. Et de toute façon, si on veut régler le problème de réchauffement climatique, si on considère que c'est un problème grave, ce qui n'est pas non plus acquis, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, vouloir régler le problème de cette façon est une aberration. Et en admettant que cela fasse consensus, ce qui visiblement n'est pas le cas pour le moment, où trouver les financements nécessaires? Le GIEC, là encore, semble avoir la solution. Il recommande de taxer fortement les émetteurs de carbone et, d'une manière plus large, les riches. Leur rapport révèle que 10% des plus riches contribuent à près de 40% de l'empreinte carbone. Mais concrètement, est-ce que les gouvernements sont prêts à le faire? Là, franchement, rien n'est moins sûr. Nous avons donc là le premier problème, c'est celui du financement. Mais un deuxième problème semble encore plus de taille. Car si beaucoup soutiennent que la transition énergétique aura bel et bien lieu, tous ne sont pas de cet avis. Tout ce qu'on peut faire éventuellement en Europe, c'est ce qu'on aime bien faire, c'est jouer les naïfs, essayer de se donner les bonnes consciences et décarboner de notre côté, mais ça n'aura aucune espèce d'effet, parce que le peu qu'il est raisonnablement possible de faire dans la décarbonation dans un pays comme la France est annulé très vite. Aujourd'hui, la Chine, je crois, en 2022, a autorisé la construction de 2 nouvelles centrales au charbon par semaine. D'accord. En France, il nous en reste 2 en activité. On se demande, oula, ça pollue, il faudrait les fermer. Vous voyez donc on parle pas du tout de la même chose. Et on est prêt à dépenser des sommes considérables pour une chimère qui, de toute façon, est annulée par ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc on doit, si on est adulte, si on regarde les choses telles qu'elles sont, et non comme on imaginerait qu'elles devraient être, eh bien on doit prendre acte de ce fait que la décarbonation n'aura pas lieu, si ce n'est dans quelques pays qui veulent un peu commettre une sorte de suicide économique, mais la décarbonation n'aura pas lieu,
Et donc, on doit s'adapter à l'évolution de la situation, s'il y a lieu de le faire, étant entendu que la crise climatique, on en parle beaucoup, mais en réalité, on ne la voit pas venir. En réalité, lorsqu'on regarde ces données, observez comment, depuis les années 50, les énergies fossiles continuent de croître. Et au sommet du graphique, vous voyez matérialisé en vert les énergies renouvelables. Et comme vous le voyez, elles représentent une part infime et ne font que s'additionner au lieu de remplacer celles existantes. En fait, ces 30 dernières années, nous avons émis autant de CO2 qu'au cours des 130 années précédentes. Il est clair que l'activité humaine participe à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, et quel que soit le combustible d'ailleurs utilisé. C'est pareil pour le charbon, le pétrole ou encore le gaz. Tous sont en augmentation. Ok, mais en admettant que la France, et même l'Europe, freinent des 4 fers pour réduire notre empreinte carbone, eh bien ce serait un vœu pieux, car la Chine et l'Inde, respectivement en jaune et en bleu, explosent tous les compteurs. Mais il y a bien plus intéressant, mes chers téléspectateurs. Et là, on rentre peut-être dans le nœud du problème. Je m'explique. Toujours pareil, en admettant que l'on baisse significativement nos émissions, cela n'aurait pas d'impact sur le réchauffement climatique. Selon une étude de spécialistes sur le climat de la Royal Society, même si demain les émissions de CO2 s'arrêtaient totalement, il faudrait plus d'1 millier d'années pour que les températures reviennent au niveau pré-industriel. Si nous regardons les estimations les plus pessimistes, en rouge, la concentration de CO2 dans l'atmosphère ne commencera à descendre que dans 200 à 300 ans. Si nous regardons les estimations intermédiaires en bleu, il faudrait aussi au moins entre 100 et 200 ans pour que la concentration de CO2 commence là aussi à baisser. Et qu'en est-il de la température? Le constat est tout aussi alarmant. Dans 300 ans, la Terre pourrait gagner entre 4 à 8 degrés. Pour ceux qui émettraient des doutes sur ces données, je précise qu'il s'agit d'un rapport évalué par des pairs et rédigé conjointement par des membres de la Royal Society et de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Finalement, ces données semblent rationaliser le débat et tendent à démontrer que le CO2 dû à l'activité humaine n'a pas un impact aussi significatif qu'on lui prétend. Du coup, il y aurait une forme d'exagération dans le discours ambiant. D'ailleurs, des propos que semble confirmer M. Rito. Les problèmes posés par les évolutions climatiques sont très largement exagérés. À chaque fois qu'il y a un petit changement quelque part, on dit c'est les prémices de quelque chose de catastrophique qui nous attend. Et la catastrophe est toujours pour demain. Depuis qu'on parle de cette histoire, c'est toujours très bientôt. C'est tout de suite qu'il faut agir parce que sinon demain il sera trop tard. Et puis le lendemain on nous redit la même chose. On est dans un discours effectivement catastrophiste permanent. On est plus dans une incantation qui a une fonction, disons, d'unir les gens, de leur donner une cause, ce genre de choses-là, mais pas du tout un véritable projet qui serait fondé sur la science. On est complètement ailleurs. Encore une fois, ça ne veut pas dire que, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et le développement, d'une façon générale, s'accompagne toujours d'une modification de l'environnement, donc ce qui peut être une pollution, pas toujours d'ailleurs, mais souvent effectivement ça accroît la pollution. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on agisse ou pas, que ce soit le CO2 ou pas, de toute façon, il faut s'attendre à ce que le climat de dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, ne sera pas le même, pas tout à fait le même que celui que nous connaissons. Donc, il faut accepter ça comme une donnée de départ et ne pas croire que simplement parce qu'on éteint la lumière chez soi, on va arrêter un changement qui est consubstantiel à la nature depuis toujours, comme on le sait depuis 2 siècles. Alors, si l'activité humaine a un impact modéré sur l'émission de CO2, pourquoi celui-ci augmente de manière importante? Le coupable serait le Soleil, notre Soleil. Selon le physicien et météorologue Ewan Berry, le CO2 ne provoque pas de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique provoque davantage de CO2. En s'appuyant sur de nombreux documents scientifiques, il montre que la période chaude médiévale était probablement beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui et que l'agriculture était florissante. Mais voyons ce que ça donne dans les faits. Une autre étude évaluée par des pairs, là aussi, a examiné la relation entre les niveaux de CO2 et la température au cours des 400 derniers millions d'années. Réalisée par le scientifique William Jackson et publiée en 2017, elle révèle que les changements dans la concentration atmosphérique de CO2 n'entraînaient pas de changement de température dans l'ancien climat. Même si les deux sont souvent corrélés, ils ne se suivent pas forcément au cours des âges.
Si je prends la courbe en bleu qui correspond aux températures et celle en violet pour le CO2, on constate que parfois les températures montent et baissent sans lien avec le CO2. Pire encore, il y a 146 millions d'années, la température a brusquement chuté alors que le CO2 était en pleine croissance. Tout ça pour vous dire quoi, mesdames et messieurs? Oui, nous sommes face à un problème bien réel, mais devons-nous pour autant tout mettre sur le dos du CO2? A priori, non. Et devons-nous pour autant laisser la situation s'envenimer? Là, la réponse est encore la même, non. Mais, plutôt que d'investir des milliards dans une stratégie globale, il semblerait qu'au contraire, il faudrait être plus pragmatique et repenser nos actions, mais au niveau local. Le mot-clé, c'est l'adaptation. On n'arrêtera pas l'évolution du climat, on ne la freinera pas ou alors à un coût prohibitif, mais en revanche, on peut très bien s'adapter et c'est aussi à ça que sert notre civilisation industrielle, c'est aussi à ça que sert notre énergie, qu'elle soit carbonée ou pas. Les solutions sont plutôt des solutions de bon sens locales. En ce moment, on a une sécheresse qui frappe depuis quelques mois les Pyrénées orientales, comme on le sait. Ça dure, c'est un problème, il faut le traiter à l'échelle locale, parce que pour ce qui est du reste de la France, il n'y a plus vraiment de sécheresse depuis un certain temps. On y a cru l'an dernier, on l'a redouté, en fait, ça ne s'est pas produit, on a eu des précipitations assez considérables. De la même façon, si vous regardez la hausse du niveau marin, elle est très contrastée, elle dépend de beaucoup de facteurs. Une île comme la Grande-Bretagne, c'est un exemple que j'aime bien donner, dans le sud de la Grande-Bretagne, côté anglais, la mer monte, alors que côté nord de la Grande-Bretagne, côté Écosse, la mer recule. Donc les problématiques posées par l'évolution du niveau marin ne sont pas du tout les mêmes, y compris pour des régions assez voisines les unes des autres. Donc on ne doit pas regarder ça de façon globale. Ainsi s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.